Pendant des années, le dernier souvenir que les familles Ramirez et Vargas avaient de leurs enfants était une image simple mais vibrante, Luis et Marisol souriant devant une voiture rouge garée sur un chemin de terre. Derrière eux, le vert des montagnes de Zongolica s'étendait comme une promesse de liberté et de silence. Le sac à dos rouge que Marisol portait sur ses épaules paraissait neuf, encore éclatant sous le soleil matinal. C'était le début d'un week-end qui, pour tous les autres, se passa comme les autres, mais pour eux, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Luis Eduardo Ramirez Avila avait 28 ans. Né et élevé à Xalapa, il était discret, méthodique et possédait une certaine fascination pour la technologie. Technicien en télécommunications, il passait beaucoup de temps sur le terrain à régler des antennes, à dépanner des pannes de signal et à pénétrer dans des endroits peu connus. De son côté, Marisol Vargas Gallardo, 25 ans, enseignait dans une école maternelle de la banlieue de Xalapa. Ses élèves l'adoraient, non seulement pour ses jeux, mais aussi pour sa douceur et sa patience dans ses explications. Marisol était également fille unique, et c'est peut-être pour cette raison que ses parents étaient toujours plus attentifs, presque anxieux, en son absence. Le vendredi 8 avril 1994, Luis et Marisol quittèrent la ville avec l'intention de passer seulement 2 jours à l'étranger. Luis avait terminé une installation plus tôt dans la semaine, et elle avait eu un jour de congé plus tôt. La décision de partir fut prise la veille au soir, pas de réservation, pas d'hôtel réservé, ils emportèrent juste des vêtements légers, de la nourriture, une bouteille isotherme, et mirent le tout dans le coffre de la Volkswagen Carib 1991 de Luis, une voiture d'occasion qu'il entretenait en excellent état. Le réservoir fut rempli avant le départ, et ils dirent à leurs parents qu'ils reviendraient le dimanche 10 en fin d'après-midi. À cette époque, les montagnes de Zongolica étaient encore considérées comme un refuge peu exploré. Les touristes étrangers y venaient rarement, il était plus courant de voir des jeunes d'Orizaba ou de Cordoba tenter de faire de la randonnée ou de découvrir de petites cascades cachées. Luis et Marisol avaient déjà visité d'autres régions montagneuses, comme Cofre de Perote et Pico de Orizaba, mais ils ne s'étaient jamais aventurés aussi loin sur les chemins de terre de la Sierra. D'après les archives et les récits ultérieurs, ils continuèrent vers le sud le long de la route fédérale jusqu'à Tequila, dans l'état de Veracruz, où ils furent repérés par un homme d'un ejido local. C'était un samedi matin, et ils se souvenaient bien du couple, car la jeune fille portait un sac à dos rouge orné d'un ruban jaune éclatant. Ils demandèrent un itinéraire vers une cascade sans la nommer mais l'homme leur indiqua un vieux sentier rarement emprunté qui traversait une zone minière désaffectée. Il ne les revit plus jamais. À partir de là, tout disparut. Dimanche, comme convenu, les familles attendaient des nouvelles de Luis. À la tombée de la nuit, toujours pleines d'espoir, elles ont appelé leurs proches. Devant l'absence de réponse, les parents de Luis se sont rendus à la mairie et ont officiellement déclaré sa disparition. Le signalement a été déposé à Xalapa à 20h45 le 10 avril. Les policiers ont recommandé d'attendre le lendemain, une pratique courante à cette époque. Mais les parents n'ont pas attendu. Le soir même, ils ont pris la voiture et se sont dirigés vers la dernière adresse connue. Le lundi 11, un petit réseau de connaissances cherchait déjà des indices entre les villes de Tequila, Zongolica et Atlahuilco. Un ami de Luis, qui travaillait à une radio communautaire d'Orizaba, a évoqué l'affaire à l'antenne, et la nouvelle s'est rapidement répandue. Des bénévoles, des voisins et même des chauffeurs routiers ont proposé leur aide. Cependant, sans itinéraire, sans destination fixe et sans chemin sûr à suivre, tout semblait être un vaste vide. Les autorités de l'État ne sont intervenues qu'au bout de 3 jours, alors que l'affaire prenait déjà des allures de mystère. Les recherches officielles ont commencé par les routes principales, chemins de terre, points de départ de sentiers et berges de rivières. Des hélicoptères du secrétariat à la sécurité publique de Veracruz ont survolé d'autres zones interdites, mais le terrain accidenté et la végétation dense rendaient la visibilité difficile. La voiture rouge caractéristique n'a jamais été retrouvée. Il n'y avait aucun débris d'accident ni aucune trace de pneus dans les zones suspectes. C'était comme si le véhicule avec les 2 personnes à bord s'était évaporé parmi les arbres. Au fil des jours, des rumeurs ont commencé à circuler. Certains affirmaient que la région avait une réputation de longue date de voies de contrebande.
D'autres parlaient de groupes se cachant dans les montagnes pour échapper à la police et détestaient les curieux. Dans les semaines qui ont suivi, des habitants ont signalé des bruits étranges, des cris lointains et des lumières qui s'éteignaient soudainement, mais aucune de ces histoires n'a apporté d'indices concrets. Détail important, parmi les endroits considérés comme dangereux figuraient les mines abandonnées de la région. Nombre d'entre elles avaient été fermées dans les années 1980, lorsque l'exploitation minière artisanale avait cessé d'être rentable. Certaines étaient encore utilisées par les chèvres de montagne ou servaient d'abri aux sans-abri, mais personne ne s'y aventurait. La crainte des effondrements était réelle. Aucune des équipes de recherche n'était autorisée à explorer ces structures en profondeur. Pourtant, les familles affirmaient que quelque chose s'était passé là où personne ne voulait regarder de plus près. Peu à peu, la couverture médiatique a disparu. L'affiche avec les photos de Louis et Marisol a été retirée de nombreux commerces au bout de 2 mois. À chaque anniversaire de sa disparition, une messe était dite à Chalapas, en présence de quelques connaissances. La mère de Marisol gardait espoir, mais elle ne prononçait plus le nom de sa fille à voix haute. Le dernier indice de vie était cette image de la route, conservée en photocopie, Louis en chemise à carreaux, Marisol en basket blanche, derrière une route apparemment paisible, mais qui cachait peut-être l'une des histoires les plus terrifiantes des années 1990 à Veracruz. Le matin du lundi 11 avril 1994, le représentant municipal de Chalapas a consigné les informations concernant Louis et Marisol sur un cahier. À cette époque, le système n'était pas encore numérique et la disparition a été enregistrée comme une absence volontaire sans conséquences graves, expression courante en l'absence de signes immédiats d'un acte criminel. Mais dès le début, les parents ont compris qu'il ne s'agissait pas d'une simple fugue, et encore moins d'une erreur. Louis était méthodique et Marisol ne disparaîtrait jamais sans laisser de traces. Le même jour, le père de Marisol parvint à convaincre une connaissance de la police d'État de transmettre l'information au commissariat d'Orizaba. Cela marqua le début d'une petite mobilisation parallèle. 3 patrouilles civiles furent déployées dans les communautés de montagne, San Sebastián, Atlahuilco et une route secondaire passant par Tenango. Malgré cela, les efforts restèrent dispersés. La région était vaste, accidentée et sillonnée de routes d'accès qui, soit ne menaient à rien, soit à des sentiers empruntés uniquement par les habitants et les chasseurs. Au 3e jour de recherche, une information apporta de l'espoir, mais aussi un peu plus de mystère. Jacinto, un agriculteur d'une commune située entre Tequila et Coxititla, un homme âgé et peu loquace, affirma avoir aperçu un couple ressemblant à Louis et Marisol le samedi précédent, vers 10 heures du matin. Ils achetaient de l'essence, qu'il vendait lui-même dans des bouteilles en plastique. Une coutume courante dans les régions dépourvues de stations-service. Il se souvenait particulièrement de la jeune fille pour son sac à dos rouge. Il raconta que le jeune homme avait demandé un itinéraire pour voir une célèbre cascade à proximité, mais qu'il ne savait pas la nommer. Jacinto répondit par ce qu'il savait. Il existait bien un vieux sentier menant à une cascade proche, mais il traversait une zone minière désaffectée. Un chemin autrefois emprunté par les mineurs transportant des marchandises à dos de mule. Il leur indiqua la direction, mais précisa qu'il était dangereux de ne pas le connaître. Cette information confirma non seulement qu'ils étaient encore en vie samedi matin, mais renforça aussi la pire crainte des familles, ils étaient perdus dans une zone oubliée, sans signal radio et sans aucun moyen d'appeler à l'aide. Les jours suivants, les recherches s'intensifièrent. Un groupe de bénévoles, organisé par les radios locales, rejoignit les membres de la Croix-Rouge d'Orizaba, tandis que des hélicoptères du ministère de la Sécurité publique commençaient à cartographier les sentiers et les clairières. Des chiens renifleurs furent dépêchés depuis Cordoba. La voiture, une Ubi Caribe rouge de 1991, était l'objet le plus facile à identifier. Tout reflet métallique sur les flancs des collines ou les méandres de la rivière pouvait être un indice. Mais rien n'a été trouvé, pas d'empreintes de pneus, pas de tissus, pas de traces de nourriture ni de vestiges de campement. Un volontaire a même suggéré qu'ils avaient peut-être été enlevés. L'idée semblait absurde au début, mais à mesure que les jours passaient et que l'absence de tout signe devenait insupportable, les hypothèses les plus sombres commencèrent à se faire jour. À la fin de la 2e semaine,
un agent de terrain du bureau du procureur général de l'État recommanda de rechercher des zones moins explorées, des sentiers moins accessibles, des grottes naturelles et, surtout, des mines abandonnées. Mais ce fut le point de rupture. Nombre de guides locaux refusèrent d'entrer dans les mines. Selon eux, il ne s'agissait pas seulement d'une peur des effondrements, même si celle-ci était bien réelle. Des histoires circulaient, certaines entrées de mines étaient encore ornées de croix de fortune, d'autres portaient des marques à l'entrée, faites à la chaux ou à la peinture rouge, témoignant de décès passés. Certains affirmaient que, dans les années 1980, ces mines avaient été des repères de criminels. D'autres évoquaient des règlements de compte entre contrebandiers et anciens mineurs privés qui n'avaient jamais reçu ce qui leur était dû. Ce que l'on savait, c'est qu'officiellement, aucune de ces mines n'était considérée comme sûre et que, par conséquent, les recherches y étaient superficielles. Seules les zones les plus accessibles ont fait l'objet de brèves recherches à l'aide de lampes de poche et de guides. Rien n'a été trouvé. Au cours de la 3e semaine, l'affaire a commencé à se calmer. Le commandant de terrain a informé les familles qu'il n'y avait plus de ressources pour maintenir autant de patrouilles et de personnel déployés. Le soutien de la presse a également commencé à s'affaiblir. Sans nouvelles, sans pistes, sans corps, l'intérêt s'est estompé. Les uns après les autres, les bénévoles se sont éloignés. À partir de mai, seuls les membres de la famille ont continué à visiter la région chaque semaine. Ils passaient par Tequila, discutaient avec les habitants, retraçaient des sentiers déjà explorés. Le père de Louise portait des cartes froissées, marquait des endroits au stylo, mais revenait toujours à la maison avec la même question, où sont-ils allés que personne d'autre n'a vu. La mère de Marisol, quant à elle, gardait un sac à dos identique à celui de sa fille, accroché dans la chambre, lavé, plié, intact. Elle disait qu'un jour Marisol reviendrait et qu'elle voulait lui montrer que tout était rentré dans l'ordre. Au cours des mois suivants, de nouveaux témoignages ont émergé. Tous vagues, peu fiables. Un homme de Zongolica a affirmé avoir entendu des coups de feu dans une mine plus loin. Une femme a affirmé avoir vu 2 personnes dormir près d'un ruisseau et que cela pouvait être elle. Mais le temps passe, et la mémoire aussi nous trahit. Rien ne menait nulle part. Fin 1994, le parquet de Veracruz classa officiellement l'affaire comme disparition non élucidée. Seul le dossier restait, 32 pages de témoignages, de vieilles photos, des rapports et une liste d'itinéraires possibles. À l'intérieur, un post-it manuscrit écrit par un agent de police de l'époque, vérifier les mines abandonnées. Priorité basse. Personne n'y toucha plus avant 2005. Les recherches étant officiellement terminées et l'affaire classée comme disparition sans preuve criminelle, le temps a commencé à faire ce qu'il fait toujours aux choses inexpliquées. Il a tout recouvert d'une poussière invisible, un silence qui s'est propagé d'abord aux autorités, puis aux voisins, jusqu'à atteindre les souvenirs eux-mêmes. Pendant les 3 années qui suivirent, le nom de Luis Eduardo Ramirez Avila disparut des émissions de radio et des communiqués du SSP. La photo du Caraïbe rouge disparut des murs des marchés de la région. Personne ne regretta le couple parti en week-end et jamais revenu. Mais au sein des familles, cette absence était vivante, presque physique. Le père de Louise conservait de petites archives dans le placard de la maison, des coupures de journaux, des cartes rayées, des cassettes audio contenant des enregistrements d'interviews et même de petites pierres ramassées dans les régions qu'ils traversaient au cours de leurs recherches. Il disait qu'un jour quelqu'un serait capable de rassembler tout cela et de comprendre. De son côté, la mère de Marisol a commencé à garder sur elle une copie plastifiée de la photo, où sa fille apparaît souriante aux côtés de son petit ami. Elle la montrait à des inconnus, des chauffeurs de bus et des vendeurs. C'était un geste douloureux, non pas parce qu'elle espérait encore la revoir vivante, mais parce qu'elle ne supportait pas l'idée que quelqu'un d'autre se souvienne d'elle. À partir de 1997, de nouvelles rumeurs ont commencé à circuler. Un jeune homme qui transportait du bois de chauffage a déclaré avoir entendu dire des années auparavant qu'une mine entre Atlaco et Zongolica avait été exploitée par des individus impliqués dans des activités douteuses. Il n'a pas expliqué ce qu'il voulait dire, se contentant de dire qu'il y avait des traces de pneus de voiture menant à l'un des sentiers et qu'à l'époque, personne n'avait enquêté, car tout le monde avait peur. Ce genre d'histoire réapparaissait de temps à autre, toujours anonyme,
toujours incomplète. Quelqu'un racontait l'existence d'un chemin où l'herbe poussait différemment, comme si elle avait été foulée. Un autre jurait avoir aperçu une ombre rouge au loin, debout parmi les pierres. L'auteur de ce récit n'a jamais été retrouvé, et il n'y a jamais eu de preuves. Mais les membres de la famille ont tout consigné. Chaque murmure a été enregistré comme une pièce de puzzle. Le problème, c'est qu'avec le temps, même la douleur finit par s'adapter au quotidien. En 1999, les parents de Marisol ont déménagé dans un quartier plus éloigné de Chalapas. Vivre là où leur fille se réveillait, où le téléphone sonnait le dimanche, où le sac à dos rouge était accroché à la porte, était déjà insupportable. Le déménagement s'est fait en silence. Ils n'ont emporté que ceux qui rentraient dans la voiture. La photo de la fille est restée dans le portefeuille de la mère, avec un morceau de ruban adhésif jaune au dos en guise de souvenir. En 2001, le père de Louise tomba malade. Il passait la plupart de son temps à la maison, entouré de vieux papiers et de cartes. Peu avant sa mort, il prononça une phrase que la sœur de Louise conserva en témoignage: « Ils sont entrés là où personne n'avait le courage d'aller, et là, ils attendent toujours. » Ce sentiment d'invisible, de secret souterrain, commença à tourmenter de plus en plus la famille. Mais il n'y avait plus aucun moyen de reprendre les recherches officielles. Les mines restèrent abandonnées. Certaines avaient des entrées enterrées, d'autres n'étaient connues que d'anciens ouvriers décédés. Les autorités n'envisagèrent jamais la possibilité de fouiller, se basant sur une vieille rumeur, principalement parce qu'il n'existait aucune preuve de la présence du couple. Ce qui s'est également perdu au fil des ans, c'est l'intérêt collectif. Lorsque de nouveaux cas de disparition sont apparus, et ont continué à survenir, principalement parmi les jeunes de la région centrale de Veracruz, le cas de Luis et Marisol n'est resté qu'une note de bas de page, parfois mentionnée par les radiodiffuseurs comme l'histoire du couple au sac à dos rouge. Mais personne n'a posé de questions, personne n'a enquêté. Jusqu'à ce qu'en 2005, un groupe d'étudiants universitaires fasse son apparition dans la région. Il s'agissait d'étudiants en architecture de l'université veracruzana, campus d'Orizaba. Ils documentaient les structures coloniales, les formations géologiques et les espaces en ruine pour un projet sur le patrimoine abandonné. L'un des jeunes hommes avait de la famille à Sangolika et a suggéré d'inclure les mines de la région. L'idée était simple, photographier les tunnels, mesurer les entrées et enregistrer des images d'espaces souterrains rarement accessibles. Avec l'autorisation informelle d'un propriétaire foncier, ils ont pénétré dans une mine oubliée, l'une des plus anciennes, déjà à moitié enfouie, située à flanc de colline entre Atlilco et la route menant à Sangolika. L'entrée était partiellement recouverte de rochers et de racines. Selon le récit ultérieur d'un étudiant, l'intérieur était humide, avec une odeur de fer et de vieille mousse. Ils avançaient prudemment à l'aide de lampes de poche et de cordes. Ils ne s'attendaient à trouver que des pierres naturelles et des colonnes. Mais ce qu'ils virent au fond du tunnel changea tout. À droite d'une galerie latérale, ils aperçurent des ossements. Ils pensèrent d'abord à des os d'animaux, mais en s'approchant, ils remarquèrent leur forme, côte, crâne, fémur. Ils étaient appuyés contre le mur de pierre. Deux squelettes humains étaient assis, enchaînés ensemble par ce qui semblait être du fil de fer rouillé ou des restes de cordes métalliques. Autour d'eux, il y avait du bois cassé, des morceaux de tissu et des débris accumulés au fil du temps. Le groupe est parti immédiatement, secoué, sale et ne sachant trop quoi faire. Le jour même, ils se sont rendus au commissariat municipal d'Atlilco. L'histoire a été enregistrée. En moins de 48 heures, la mine a été isolée par la protection civile, puis, 11 ans plus tard, le dossier de Luis et Marisol a été rouvert, non pas par décision de justice ni grâce aux efforts des enquêteurs, mais parce qu'un groupe de jeunes curieux a décidé de descendre là où personne d'autre ne voulait. Lorsque les experts du parquet général de l'État arrivèrent à l'entrée de la mine, la première semaine d'avril 2005, le chemin d'accès avait déjà été partiellement foulé par des curieux de la région. Bien que la zone fût officiellement isolée, il était impossible d'empêcher la nouvelle de se propager. Ils avaient découvert des ossements humains dans une mine oubliée des montagnes de Sangolika. Avant même le début des fouilles, de nombreux habitants étaient certains de l'identité de la personne qui pourrait s'y trouver.
Mais les techniciens ne se basent pas sur des suppositions. Ils ont commencé par cartographier la galerie principale, prendre des notes topographiques et installer des lampadaires portatifs à chaque mètre d'avancée. Les premières images prises avec des appareils photo numériques montraient exactement la scène décrite par les étudiants, deux squelettes assis contre un mur irrégulier, partiellement recouvert de débris. La décomposition naturelle avait laissé des traces au fil du temps, mais on pouvait également observer des traces d'attaches anciennes aux poignets et aux chevilles, confectionnées avec ce qui ressemblait à une corde métallique improvisée. Plus loin, à environ 8 mètres, se trouvaient d'autres restes, deux squelettes supplémentaires, couchés latéralement, mêlés à des fragments de bois, des sacs pourris et une bâche noire à moitié enterrée. Au total, 4 séries d'ossements ont été prélevées pour analyse. Aucune n'était complète. L'équipe médico-légale, sous la direction du parquet, a procédé au triage habituel, prélèvement osseux, analyse de densité, mesure et soumission pour comparaison génétique. Il a fallu des jours, voire des semaines, avant de savoir si les corps pouvaient être identifiés. Mais c'est au cours de cette intervention que quelque chose attira son attention. À quelques mètres du premier mur, où les deux squelettes étaient appuyés, l'un des techniciens tomba sur quelque chose partiellement enfoui dans la terre humide. C'était un volume déformé, recouvert d'une épaisse couche de poussière et de moisissure. En l'ouvrant, il découvrit un sac à dos rouge. Le tissu était déjà usé, la fermeture éclair rouillée, mais toujours reconnaissable. Sur le côté, attaché à une sangle cassée, se trouvait un ruban jaune délavé, collé comme si quelqu'un l'avait placé là exprès. Un détail insignifiant, mais impossible à ignorer pour quiconque connaissait l'histoire. Le sac à dos fut soigneusement transporté jusqu'au laboratoire mobile installé à l'entrée de la mine. À l'intérieur, les experts ont trouvé des bouts de papier, un rouge à lèvres séché, une vieille pièce de 500 pesos et un objet qui a figé le temps, une photographie décolorée, encore partiellement lisible. Elle représentait un homme et une femme souriants, adossés à une voiture rouge, sur un chemin de terre entouré de collines verdoyantes. L'image était humide et déformée, mais les visages étaient encore reconnaissables. Le lendemain, la photo fut emmenée à Xalapa. Quand la mère de Marisol la vit, il n'y eut aucun doute. Malgré l'usure de l'image, malgré le mot qui couvrait le bord inférieur, elle reconnut non seulement les deux jeunes gens, mais aussi le ruban jaune qu'elle avait elle-même cousu sur le sac à dos de sa fille des années auparavant. C'est le sien, c'est son sac à dos, et nous avons pris cette photo avant leur départ. La confirmation fut émouvante, mais pas technique. L'accusation a demandé des analyses ADN pour les 4 squelettes retrouvés. Ces analyses seraient comparées aux données génétiques déjà enregistrées dans le dossier clos de 1994. Cependant, quelques semaines plus tard, le résultat fut un nouveau coup dur, aucun des 4 corps n'appartenait à Luis ou à Marisol. Cette révélation a provoqué un choc inattendu, car si elle a semblé éloigner le couple de la scène de crime, elle les a aussi liés à celle-ci de manière troublante. Si ce n'était pas eux, pourquoi le sac à dos était-il là? Comment cette photo était-elle arrivée à cet endroit de la mine, abandonné depuis plus de 10 ans? Était-il là et avait-il réussi à s'échapper? Ou était-il responsable d'un acte jamais découvert? Le parquet a requalifié la découverte en découverte fortuite liée à une affaire classée. La mine, désormais considérée comme une scène de crime, a été officiellement scellée et toute la zone environnante a été déclarée d'intérêt criminel. Mais cela n'a apporté aucune réponse, seulement de nouvelles questions. Les familles ont été à nouveau appelées à témoigner. Elles ont été écoutées à l'aide de nouveaux enregistreurs, de fiches mises à jour et de formulaires numériques. On leur a demandé si elles connaissaient d'autres objets que le couple avait emportés. On leur a montré des photos des objets endommagés, le rouge à lèvres, la vieille pièce de monnaie, des morceaux de tissu. Aucun détail n'a permis d'en savoir plus. Le rapport final a établi que les squelettes appartenaient à 2 hommes et 2 femmes, tous jeunes adultes, décédés plus de 10 ans auparavant. Aucune identification n'a été possible, et aucun nom n'a été attribué. La question restait entière, combien d'autres personnes ont disparu dans les monts Songolica entre les années 1990 et le début des années 2000 sans que personne ne le sache? Entre-temps, l'image des 2 jeunes hommes devant la voiture rouge est devenue le symbole d'un phénomène bien plus vaste.
Elle a commencé à circuler sur de vieux forums internet, sur des affiches d'événements liés aux disparitions et sur des fresques murales dans les écoles de la région. L'histoire du sac à dos rouge au ruban jaune retrouvé dans une mine désaffectée est devenue une légende urbaine. Mais pour les parents, ce n'était qu'une torture de plus. S'ils n'étaient pas morts, où étaient-ils? Et s'ils étaient vivants, pourquoi n'étaient-ils jamais revenus? Le temps entre les questions et le silence commença à s'étirer sur des années. À ce jour, personne ne répondait. Après l'annonce officielle qu'aucun des 4 squelettes retrouvés n'appartenait à Luis Eduardo ou à Marisol, un événement étrange s'est produit. Le corps a semblé disparaître une seconde fois, mais de manière plus cruelle et plus définitive. À cette époque, l'État de Veracruz ne disposait pas des infrastructures médico-légales nécessaires pour traiter tous les restes humains non identifiés découverts. En 2005, la plupart des corps anonymes ont été entassés dans des réfrigérateurs publics pendant des mois, puis enterrés dans des fosses communes numérotées. Les 4 squelettes retrouvés dans la mine n'ont pas échappé à ce sort. Après des mois d'analyse et de tentatives infructueuses de correspondance génétique, ils ont été déclarés non identifiés et enterrés discrètement dans un cimetière municipal de Zongolica. Les parents de Marisol ont protesté, qualifiant cette démarche d'insulte. La mère s'est rendue en personne au parquet et a exigé la restitution du sac à dos. On lui a répondu que l'objet serait versé au dossier de preuve, scellé pour une durée indéterminée. Lorsqu'elle a demandé combien de temps, personne n'a pu lui répondre. La famille de Luis n'a pas accordé d'autres entretiens. Sa sœur, qui avait pris en charge la conservation des documents laissés par son père, les a rangés dans une malle et les a enfermés dans le débarras de la maison. Elle a déclaré qu'il était inutile de poursuivre les recherches si même les restes retrouvés n'apportaient aucun éclaircissement sur ce qui s'était passé. Mais tout le monde n'a pas oublié. Avec l'arrivée d'Internet dans les communautés de la région, les forums et blogs en ligne ont commencé à aborder l'affaire plus librement. Des théories ont émergé dans des lieux obscurs, soulevant des hypothèses que les autorités n'ont jamais officiellement abordées. L'une d'elles affirmait que la mine avait été utilisée par des groupes armés dans les années 1990 comme lieu de punition pour les déserteurs. Un autre affirmait que, pendant une brève période entre 1993 et 1996, certains secteurs de la région avaient servi de couloir clandestin pour le trafic d'armes entre Veracruz et Oaxaca, et que les étrangers qui empruntaient les mauvaises routes étaient purement et simplement éliminés. Mais ces théories, aussi répétées soient-elles, n'ont jamais été étayées par des preuves. Ils reposaient sur des « on m'a dit », des « j'ai entendu » et des souvenirs décousus. Personne ne présumait quoi que ce soit, personne ne citait de nom, et lorsqu'on les interrogeait directement, la plupart des résidents préféraient changer de sujet. Pendant ce temps, le seul objet réel, la seule preuve concrète reliant Marisol à la mine, le sac à dos rouge avec le ruban jaune, restait enfermé dans un coffre-fort du ministère public de Veracruz. La photo à l'intérieur, désormais numérisée, est devenue presque une archive journalistique. Elle a été utilisée dans des reportages sur des personnes disparues, dans des débats sur la précarité des enquêtes médico-légales et lors de conférences sur la mémoire collective. Mais rares sont ceux qui se souvenaient des noms des 2 jeunes hommes figurant sur l'image. La mère de Marisol, cependant, n'a jamais cessé de se souvenir. 2 ans après la découverte, elle a commencé à faire quelque chose qui a effrayé les voisins. Elle passait des heures devant le miroir de sa chambre, une réplique du sac à dos à la main, à répéter le moment où sa fille reviendrait. Elle prononçait à voix haute des phrases qu'elle imaginait dire « Ma fille, tu es revenue. Je le savais. Je t'ai toujours attendu. » Elle le faisait porte fermée, comme un rituel. Le mari, qui avait à peine parlé depuis l'année de la découverte, préférait faire de longues promenades sans but précis. Un jour, on l'a retrouvé désorienté sur la route entre Bandria et Chico. On a dit qu'il demandait aux automobilistes s'ils avaient vu une voiture rouge. La vie des membres de la famille commença à tourner autour de l'absence, une absence qui avait désormais un lieu géographique précis, mais qui restait sans forme. La mine a finalement été fermée fin 2006, avec des soudures industrielles sur les grilles et des panneaux de propriété fédérale, et l'accès a été interdit. Aucune enquête complémentaire n'a été menée. Le site fut à nouveau oublié. Pas de fouilles majeures, pas de nouvelles recherches d'artefacts, rien.
Et pourtant, en 2008, un journaliste de Mexico, curieux de l'affaire, décida de se rendre dans la région. Il rédigea un bref reportage pour une émission de télévision, montrant des images du sentier, de la végétation dense, et évoquant la découverte des vestiges et du sac à dos. Le reportage n'eut pas beaucoup d'impact. L'émission a été diffusée tard dans la nuit, mais un détail spécifique a retenu l'attention d'un petit groupe d'anciens mineurs de la région qui ont regardé le segment et ont commenté quelque chose que, jusqu'alors, personne n'avait remarqué. Dans la scène où le journaliste marche avec la caméra à travers une clairière, il y a une structure métallique tombée, presque recouverte d'herbe haute. Selon eux, il ne s'agissait pas d'une partie de la mine où les corps avaient été découverts, il s'agissait de l'entrée d'une galerie secondaire jamais officiellement cartographiée, une extension plus petite utilisée dans les années 1970 uniquement pour la ventilation et le stockage. Si cela était vrai, cela signifiait que la mine n'avait pas été entièrement explorée. Mais lorsque les familles l'apprirent et tentèrent de rouvrir le dossier, on leur répondit qu'aucune plainte officielle n'avait été déposée concernant une autre galerie. Le parquet a refusé d'ouvrir une nouvelle enquête, faute de preuves. Cela a créé un silence supplémentaire, car, outre l'absence de corps, on avait désormais le sentiment que quelque chose était encore enfoui, mais que personne ne voulait y toucher. Les os retrouvés n'ont rien apporté. Le sac à dos n'a révélé que peu de choses. La photographie n'a suscité que de la nostalgie, et la seule certitude qui restait était que, dans cette immense chaîne de montagnes oubliées, il y avait peut-être d'autres endroits où Louis et Marisol étaient allés et que personne d'autre ne voulait retrouver. Pendant ce temps, la dernière image des deux continuait de circuler sur Internet, le sourire poussiéreux d'un jeune couple devant une voiture qui n'a également jamais été retrouvée. Et, derrière eux, le même paysage vert qui, depuis le début, cachait plus qu'il ne semblait révéler. Près de 14 ans après leur disparition, en janvier 2008, l'histoire de Louis et Marisol a recommencé à circuler parmi les enquêteurs de Veracruz pour une raison tout à fait triviale, une plaque d'immatriculation. Un agent administratif du registre des véhicules de l'État a découvert, dans un lot de vieux documents numérisés, le numéro de châssis d'une Volkswagen Caribe rouge de 1991, avec des informations incomplètes. Le dossier indiquait que le véhicule avait été immatriculé au nom de Luis Eduardo Ramirez Avila jusqu'en mars 1994, son dernier déplacement ayant eu lieu à un poste de contrôle dans le sud de l'État. Mais le détail curieux est que le numéro de plaque d'immatriculation, qui aurait déjà dû être répertorié comme perdu ou inactif, est apparu inexplicablement lié à un véhicule actif immatriculé dans le nord de Puebla. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe dans la famille. À l'époque, la sœur de Louis avait encore accès au parquet grâce à son travail. Elle a demandé une enquête plus approfondie et, cette fois, pour la première fois depuis des années, la réponse a été immédiate. Une équipe de la police ministérielle de Veracruz a été déployée pour coopérer avec les autorités de Puebla. Le véhicule en cause a été localisé dans un parc de voitures d'occasion à la périphérie de Zacatlan. À leur arrivée, les policiers ont trouvé la voiture avec la plaque d'immatriculation correspondante. Il s'agissait d'une Caribe, certes rouge, mais déjà entièrement modifiée, peinture mate, porte remplacée, phare modifié. Le propriétaire du parc a présenté les documents. Il avait acheté la voiture en 2006 à un inconnu qui avait payé comptant. Il expliqua que le véhicule était stationné depuis, mais qu'en comparant les numéros de moteur et de châssis, il fut déçu. Ce n'était pas la même voiture. L'erreur résidait dans un changement bureaucratique de plaque d'immatriculation lors d'une procédure de régularisation en 2004. Le système avait accidentellement attribué le numéro de véhicule de Louis à celui d'une autre voiture aux caractéristiques similaires. Une erreur administrative, une correspondance ratée, rien de plus. Lorsque le rapport officiel fut remis, la mère de Marisol pleura pour la première fois en public. Elle pleura de rage. Devant la presse, elle prononça une phrase qui réduisit au silence tout le monde, ce n'est pas seulement l'absence, maintenant, ils nous tuent aussi avec leurs erreurs. Le parquet se défendit. Il déclara qu'il s'agissait d'une erreur historique non imputable à l'enquête pénale et que toutes les voies raisonnables avaient été épuisées. En réalité, l'affaire retombait dans l'oubli. Seulement, cette fois, les dégâts furent plus importants, car la fausse piste non seulement rouvrit de vieilles blessures,
mais détruisit aussi ce qui restait de confiance dans la compétence institutionnelle. Ainsi, le nom de Luis Eduardo Ramirez retomba dans les archives. Marisol Vargas aussi. Mais personne ne s'attendait à ce que, cette même année, une figure du passé à un nom presque oublié réapparaisse de manière inattendue. Il s'agissait de Jacinto, l'agriculteur qui, en 1994, avait déclaré avoir vu le couple acheter de l'essence à Tequila. Déjà âgé, souffrant désormais de difficultés de mobilité et d'une affection pulmonaire, il fut interviewé par des étudiants en anthropologie de Xalapa qui réalisaient un documentaire sur les récits oraux des montagnes. Au cours de la conversation, Jacinto raconta l'épisode avec un détail jamais consigné dans les archives de l'époque. Il raconta que, le matin où il avait vu les jeunes hommes, il y avait aussi un autre homme dans le magasin, un inconnu, avec un accent différent, qui semblait mal à l'aise en présence du couple. Il a payé des cigarettes, est parti avant eux, mais les a fixés du regard comme s'il les observait. Je n'ai pas aimé son expression, mais personne ne m'a posé cette question à ce moment-là. Ce détail, même sans nom ni description physique précise, a ravivé un doute, et si la disparition n'était pas un accident? Et si une tierce personne était impliquée? Quelqu'un qui aurait peut-être suivi le couple, qui les aurait vus s'engager sur le sentier menant à la cascade, qui les aurait abordés en chemin. L'information est parvenue à une promotrice de Xalapa qui, malgré l'archivage de l'affaire, a été sensibilisée. Elle a ordonné une réévaluation du témoignage de 1994, mais le temps avait déjà presque tout effacé. Jacinto ne se souvenait plus des noms. Les documents originaux étaient illisibles. Les notes de la délégation Tequila avaient été supprimées lors de réformes administratives. Une fois de plus, la piste disparut, mais cette fois, le sentiment était différent, comme si, après tant d'années, ce qui empêchait l'enquête d'être résolue n'était pas le manque d'indices, mais leur excès. Trop d'informations, sans lien, décousues, comme un puzzle dont toutes les pièces représentent des images différentes. La mère de Marisol commença à répéter une phrase qui tourmentait les quelques personnes qui lui rendaient encore visite, « Je crois que quelqu'un nous a dit la vérité, mais nous ne savions pas la reconnaître, car au fond de nous, il y avait l'intuition que la réponse existait quelque part, mais que peut-être personne d'autre n'avait la force ou le temps de la trouver. » Ainsi, malgré la photo décolorée ou toujours en circulation sur les réseaux de recherche de personnes disparues et le sac à dos rouge scellé comme preuve officielle, la disparition de Luis et Marisol est revenue à son point d'origine, le vide. Ce même vide qui avait commencé sur un chemin de terre à l'ombre des montagnes de Zongolica, où tout semblait trop paisible pour dissimuler tant de douleur. Au cours de la décennie qui suivit le classement sans suite de l'affaire, un phénomène étrange commença à se produire autour de Xalapa, d'Orizaba et dans les villages dispersés de la chaîne de montagnes de Zongolica. Les noms de Luis et de Marisol commencèrent à disparaître discrètement des registres scolaires, des actes de naissance et des tableaux d'honneur. Ce n'était pas interdit, il n'y avait pas d'ordre explicite, mais personne d'autre ne baptisait ses enfants avec ces noms. Ni là, ni à cette époque. Cela semblait être une forme de respect ou de peur, comme si répéter les noms des disparus risquait de réveiller quelque chose que le silence était censé protéger. Les voisins les plus âgés s'en souvenaient encore. Chez la sœur de Luis, il y avait une radio de table qu'il réparait le week-end. L'appareil est tombé en panne en 1995, mais personne n'a eu le courage de s'en débarrasser. Il est resté sur la cheminée du salon, en souvenir. Chez les parents de Marisol, le sac à dos rouge a trouvé sa place. Non plus sur la croche-porte, mais sur un autel improvisé avec des fleurs en papier, des bougies et de vieilles photos. Le ruban jaune autrefois éclatant ressemblait désormais à un médaillon, porté mais protégé par une vitre. Une fois par an, début avril, la mère allumait encore une bougie et disait doucement, « Tu n'es pas encore revenu, mais je t'attends toujours. » La disparition de Luis et Marisol commença à être perçue comme un avertissement. Les enseignants ont évoqué ce cas lors de conversations avec des élèves adolescents, notamment ceux qui aimaient s'aventurer sur des sentiers et des régions isolées, n'entrez jamais dans des endroits que vous ne connaissez pas sans leur dire où vous allez. N'oubliez pas ce qui est arrivé au peuple Xalapa. Mais peu à peu, l'histoire perdit ses véritables détails et prit l'allure d'une fable locale.
Certains racontèrent que leur voiture avait été vue des années plus tard dans un autre état. D'autres racontèrent avoir été pris pour des criminels. Certains affirmèrent qu'ils s'étaient enfuis ensemble pour commencer une nouvelle vie. Et, parmi les plus jeunes, des histoires fantastiques surgirent même, comme si la mine où les ossements avaient été découverts était maudite. Aucune de ces versions ne correspondait aux documents, aux récits originaux ni à la vérité racontée par ces familles. Pendant ce temps, les frères et sœurs de Louis et ses cousins grandissaient, fondaient des familles et déménageaient dans d'autres villes. Sa sœur, qui avait hérité du matériel d'enquête de son père, conservait tout dans un grenier. Quand on veut connaître la vérité, les dossiers sont là, disait-elle. Mais personne d'autre ne posait la question. La communauté montagnarde a également changé. L'accès aux sentiers autrefois abandonnés a été restreint par de nouvelles clôtures et des propriétés privées. Les anciennes mines ont été vendues à des entreprises de tourisme rural, mais rien n'en est jamais sorti. La mine où les 4 squelettes ont été découverts est tombée dans l'oubli. Plus aucune plaque, plus aucun hommage, plus aucun panneau. En 2012, un groupe scolaire d'Atlahwilko a proposé de créer un projet commémoratif mettant en scène des histoires locales de disparition. Le cas de Louis et Marisol a été choisi comme thème central. L'un des élèves impliqués était le petit-fils d'un des bénévoles qui ont recherché le couple en 1994. En consultant les archives, il a écrit une phrase qui est restée gravée sur la fresque de l'école pendant 2 ans, « Nous ne savions pas que nous pouvions disparaître. Ils nous l'ont appris ». Cette simple phrase est devenue le symbole du deuil collectif, non seulement pour Louis et Marisol, mais aussi pour tous ceux qui ont disparu sans réponse, le long des chemins de terre, dans les montagnes, là où personne ne voulait chercher. Le ministère public n'a jamais rouvert l'affaire. Le sac à dos est resté dans le coffre à preuve jusqu'en 2014 au moins, date à laquelle une restructuration judiciaire a transféré des centaines d'objets anciens vers un entrepôt externe. Personne n'a pu révéler la destination finale de l'objet. Le promoteur, touché par l'histoire de Jacinto, a pris sa retraite peu après. Aucun nouveau promoteur n'a repris l'affaire, mais dans certains foyers de Chalapas, son nom résonnait encore. Un voisin d'enfance de Louis, devenu chauffeur de bus interétat des années plus tard, racontait que chaque fois qu'il traversait l'autoroute entre Orizaba et Zongolica, il regardait les hautes herbes et pensait, « Elles sont toujours là. Personne ne les a vues, mais eux, ils nous voient. » L'affaire cessa d'être une enquête. Elle devint une présence à la foire dominicale, au marché, à l'église. Il y avait toujours quelqu'un pour se souvenir de l'expression de Marisol sur la photo, de la chemise à carreaux de Louis et de leur rire non pas parce qu'ils étaient célèbres, mais parce qu'ils étaient possibles, parce qu'ils auraient pu être n'importe qui. Et quand les plus jeunes demandaient pourquoi personne ne savait ce qui s'était réellement passé, les plus âgés répondaient simplement, parce que personne ne voulait aller là où ils allaient. En 2015, 21 ans après la disparition de Luis Eduardo et Marisol, une femme nommée Angela, cousine maternelle de Marisol, décida de se charger d'une tâche que la famille ne pouvait plus supporter, tout trier. Elle avait alors 36 ans. Elle était professeure d'histoire dans une école publique et avait toujours grandi en écoutant les conversations interrompues de la famille pendant les repas. Enfant, elle n'était pas proche de Marisol, mais elle l'admirait. Elle se souvenait des histoires de sa tante, de la patience de sa cousine avec les enfants et, surtout, de ce sac à dos rouge qu'elle portait le week-end. Pour Angela, Marisol était devenue une figure quasi mythique, non pas à cause de sa mort, mais à cause de l'absence totale de réponse. Et cela, pour quelqu'un qui étudiait les archives quotidiennement, était insupportable. À force d'efforts et de bureaucratie, il obtint des copies des documents originaux de l'affaire. Certains se trouvaient sur des microfilms, oubliés dans les archives désaffectées du bureau du procureur général, d'autres se trouvaient dans des dossiers aux étiquettes défraîchies, conservés dans l'ancienne salle d'audience d'Orizaba. Il lui a fallu des semaines pour établir une chronologie cohérente, car les documents étaient incomplets, comportaient des lacunes inexpliquées, des noms modifiés et des dates inversées. Mais elle a persévéré tout au long de cette année. Angela a retracé les trajets décrits dans les témoignages de 1994, seul, en bus, à moto et, lorsque c'était possible, à pied. Il traversa Tequila, Atlahwilko et les environs de Zongolica.
Il discuta avec les enfants d'anciens habitants. Il se rendit dans des églises où des messes étaient célébrées pour les disparus et tenta de retrouver le chemin menant à la cascade mentionnée par Jacinto, le fermier qui les avait vus pour la dernière fois. Le chemin, cependant, n'existait plus, il était recouvert par une plantation de café irrégulière, entourée de clôtures de fortune et d'un pylône électrique privé. Angela a demandé aux résidents les plus âgés s'ils se souvenaient d'accidents survenus à cet endroit, ou s'il y avait des bruits, des anecdotes, quoi que ce soit qui puisse indiquer ce qui s'était passé ce matin d'avril 1994. La plupart ont secoué la tête. Ils ont dit qu'il valait mieux oublier, que ce n'était que des souvenirs de la mauvaise époque. Un homme, cependant, a accepté de parler. D'une voix faible, il n'a prononcé qu'une seule phrase, « S'ils se sont perdus, c'est parce que quelqu'un voulait qu'ils se perdent ». De retour à Chalapas, Angela a tout classé dans son propre dossier, copies, photos, coupures de journaux, plans des mines et transcriptions de témoignages. Elle a envoyé une copie au ministère public, une autre à une ONG spécialisée dans les disparitions forcées, et a conservé l'original chez elle. Mais là encore, rien ne s'est passé. Elle insista pour contacter le dernier commanditaire actif encore lié à l'affaire. Il l'a reçu avec formalité, mais sans enthousiasme. Il lui expliqua qu'avec le temps, toute nouvelle enquête dépendrait d'éléments à fort impact, comme un nouveau corps, un témoin direct ou des preuves concrètes. Angela demanda si le sac à dos ne servirait pas à cela. Il répondit, « Un vieux sac à dos ne prouve rien, mademoiselle. » Et il mit fin à la réunion. Pourtant, il ne baissa pas les bras. Il publia un blog au nom de sa cousine, avec une chronologie illustrée et des images des tests. Il obtint de courts articles à la radio locale et une mention dans une émission indépendante sur YouTube. Mais, comme toujours, le temps rongeait l'intérêt. La plupart des vues provenaient de l'étranger, de l'intérieur, presque personne d'autre ne s'y intéressait. À la même époque, la sœur de Louis, déjà âgée de plus de 50 ans, tomba malade. Un cancer avancé l'empêcha de suivre les activités d'Angela. À son décès en 2017, ses enfants ouvrirent le grenier où leur père conservait les anciens dossiers de recherche. Il y avait les cartes originales des sentiers, des lettres de résidents et des enregistrements d'entretien enregistrés en 1994. Tout était intact, conservé avec le soin de quelqu'un qui croyait qu'un jour, ces documents prendraient tout leur sens. Angela fut appelée pour décider du sort de ces documents. Elle apporta le tout, le numérisa, le catalogua et le versa au dossier. Et puis, un événement curieux se produisit. En croisant les données d'anciennes cartes avec les documents fonciers ruraux actuels, il a découvert que la zone où se trouvait la mine, où les ossements ont été découverts en 2005, avait été vendue. Un propriétaire foncier local l'a cédé à une entreprise de production d'énergie alternative en 2011. L'entreprise, quant à elle, n'y a jamais rien construit, elle a simplement conservé le titre de propriété à son nom et a clôturé la zone avec des panneaux de propriété privée et des panneaux d'accès restreint. Angela a essayé de les contacter, mais elle n'a jamais reçu de réponse. Elle a envoyé des lettres, des courriels et des demandes officielles. Aucune réponse, aucune autorisation d'accès au site. Un ami avocat a suggéré d'engager une procédure judiciaire. Mais le coût de la procédure était inabordable. Et, même si elle obtenait l'accès, qui financerait de nouvelles fouilles? Sur quelle base? Et c'est là qu'Angela a compris. Le temps ne se limite pas aux traces, il englobe aussi la volonté, les ressources et la motivation. Il ne suffisait pas de savoir où chercher, il fallait trouver quelqu'un prêt à le faire. Et cela, alors, n'existait plus. En 2019, il a écrit son dernier article de blog, « J'ai examiné chaque document, parlé à chaque personne, je suis allé là où personne ne voulait retourner, mais il n'y a eu aucune réponse, et je ne sais pas s'il y en aura un jour. » La publication a été vue 42 fois et n'a reçu aucun commentaire. L'affaire Luis Eduardo et Marisol est donc revenue à son point de départ, entre la dernière image révélée et le silence qui a suivi. Seulement, même les derniers à avoir essayé étaient fatigués. En 2020, le monde a changé, et avec lui le rythme de tout, les enquêtes, les priorités et les voyages. Mais dans les maisons de Chalapas,
où le nom de Marisol était encore prononcé avec précaution et où les vieux papiers de Louis restaient pliés dans des cartons, le temps s'était déjà arrêté bien des années auparavant. La pandémie a imposé à chacun une sorte de silence, un silence nouveau, mais qui, pour les familles des disparus, était déjà bien trop familier. Nous sommes émotionnellement enfermés depuis des décennies, a déclaré Angela lors d'un entretien à distance mené par un petit groupe de documentaristes du nord du pays. Ils préparaient un projet sur les disparitions non élucidées et sont tombés sur le blog archivé de Marisol. Ils ont invité Angela à raconter son histoire. Elle a hésité. Il ne voulait pas tout répéter, mais il a fini par accepter. Il a discuté pendant 2 heures, expliqué les documents, montré des cartes et parlé du sac à dos et de la photo. À la fin de l'enregistrement, l'un des intervieweurs, un homme de 23 ans, est resté silencieux quelques secondes et a déclaré « Je suis né l'année de leur disparition. C'est comme s'ils avaient toujours été absents. » Cette phrase résonna dans la tête d'Angela pendant des jours. Car c'était bien le cas, pour la plupart des gens qui vivaient là aujourd'hui, Louis et Marisol n'avaient jamais vraiment existé. Ils faisaient simplement partie d'une histoire qui circulait avec moins de force chaque année, comme un virage sur la route où quelque chose s'est produit ou une mine abandonnée au passé sombre. À Atlawilco, le sentier qui menait autrefois à la cascade était complètement obstrué par des clôtures et de hautes herbes. L'entrée de la mine était recouverte de terre et d'une couche de béton irrégulière suite à une rénovation de l'accès promue par l'entreprise propriétaire. Il n'y a pas de plaque, pas d'avis, juste un petit creux dans la colline où la végétation ne pousse pas bien, peut-être à cause de racines qui ont été arrachées de force. À Tequila, le magasin où Jacinto dit avoir vu le couple a été transformé en un petit entrepôt de matériel agricole. La façade a été repeinte, et personne d'autre ne se souvient clairement des années 1990. Jacinto est décédé en 2018 sans qu'aucun nouveau nom n'ait été révélé, sans avoir été formellement entendu à nouveau. Et les documents, les dossiers, sont dispersés, certains ont été détruits par les inondations, d'autres classés sous des codes que personne d'autre ne sait déchiffrer. Le rapport du sac à dos, perdu parmi les cartons du bureau du procureur. La photographie est stockée numériquement dans une base de données de la police sous un numéro de dossier clos. Personne ne la voit, personne ne la recherche. Alors, que restait-il? Peut-être seulement ce qui ne pouvait être touché, l'impact. Car même sans nom, sans reconnaissance, sans vérité définitive, la disparition de Louis et Marisol a laissé une marque profonde, non seulement sur leur famille, mais aussi sur la manière dont la communauté en est venue à considérer certains lieux. Il fut un temps où les jeunes partaient à la montagne le cœur léger. Ils cherchaient des cascades, des grottes, des horizons. Après 1994, les choses ont changé. La région a commencé à être envahie par une sorte d'ombre. Ce n'était pas une peur déclarée, c'était une inquiétude, un fardeau, comme si quelque chose s'était produit là sans jamais être résolu, et que c'était pour cela qu'il restait en suspens. Angela ne retourna jamais sur le chemin. Il a dit avoir fait tout ce qu'il pouvait, qu'il n'avait plus rien à faire, mais il a fait une chose en secret, il a fait imprimer la photo de Louis et Marisol sur du papier neuf, restauré numériquement par un ami. Il l'a fait encadrer. Et un après-midi, sans prévenir, il se rendit chez la mère de Marisol et lui remit le cadre. La vieille dame mit un certain temps à reconnaître l'image, son regard était terne, sa mémoire intermittente, mais lorsqu'elle toucha le cadre, elle sourit. C'était celle d'avant leur départ. Ils ont posé la photo sur la cheminée. À côté, une petite bougie et un vase de fleurs séchées. C'était le geste final. Non pas comme une conclusion car il est impossible de clore ce qui n'a jamais été compris mais comme un signe qu'au moins quelqu'un gardait une trace, quelqu'un se souvenait encore. Ainsi, l'histoire de Luis Eduardo Ramirez Avila et de Marisol Vargas Gallardo a continué d'exister. Ni dans les archives, ni dans les rapports, mais dans l'espace entre un chemin que personne d'autre n'emprunte et le silence d'une mine que personne d'autre n'a ouverte. Au fil du temps, lorsque les documents se sont usés, que les voix principales se sont tues et que les preuves ont disparu, il ne reste que des hypothèses. Certaines découlent de ce qui a été dit à l'époque, d'autres de ce qui n'a pas été dit, mais toutes sont des tentatives pour organiser le chaos en quelque chose de supportable.
Dans le cas de Louis et Marisol, 3 théories ont été avancées au fil des ans. Aucune n'a été confirmée, ni totalement infirmée. L'erreur de parcours et la tragédie cachée. C'est la version la plus largement acceptée par les premiers enquêteurs. Selon elle, le couple aurait en réalité emprunté le mauvais chemin indiqué par Jacinto, en direction d'une cascade qui n'a jamais existé. Le sentier, presque abandonné dans les années 1990, aboutissait à une zone utilisée des décennies plus tôt comme relais pour l'extraction minière. Ils s'y rendirent en voiture, peut-être à la recherche d'un endroit plus élevé pour prendre des photos, peut-être simplement pour explorer. Le terrain était instable. Une légère glissade, un virage mal ajusté ou une panne mécanique suffirait à faire déraper la voiture et à la faire tomber dans l'une des anciennes galeries recouvertes de feuillage. Les recherches officielles ayant évité les mines en raison du risque d'effondrement, et les recherches privées n'ayant été menées que dans des zones accessibles, le lieu exact de l'accident n'a jamais été découvert. Cette hypothèse expliquerait la disparition complète de la voiture et des corps. Elle expliquerait également pourquoi aucun objet n'a été retrouvé, à l'exception du sac à dos, probablement éjecté par l'impact ou emporté par erreur dans une autre mine des années plus tard. Le problème avec cette théorie est qu'elle nécessite une cruelle coïncidence de facteurs, personne n'a entendu l'accident, aucune trace de dérapage n'a été remarquée, et les corps et la voiture étaient complètement invisibles à toutes les recherches officielles et volontaires. Interférence humaine. C'est l'hypothèse la plus douloureuse, et aussi la plus redoutée par les familles, que le couple ait été intercepté par quelqu'un sur la route, peut-être le même homme mentionné par Jacinto, qui les surveillait à la station-service. Dans cette version, ils ont été pris pour une autre personne ou simplement pour une cible facile dans une zone isolée. La mine où les restes ont été découverts en 2005 servait non pas de cachette, mais de site d'élimination. Le sac à dos retrouvé avec la photo semble avoir échappé à une tentative de dissimulation ou à une trace laissée par erreur. Cela expliquerait la présence de 4 squelettes non identifiés sur les lieux. Si Louis et Marisol étaient impliqués, les 2 autres corps pourraient être ceux de tiers liés au crime. Sinon, ils auraient pu simplement être témoins d'un événement inattendu et être réduits au silence. Mais cette hypothèse comporte aussi des failles. Les ossements leur appartenaient. Aucune trace de violence n'a été trouvée dans le périmètre extérieur. Et, plus important encore, personne dans cette région n'avait d'antécédents criminels similaires, du moins pas officiellement recensés. Évasion volontaire. L'histoire la moins crédible, mais pourtant répétée par certains, Louis et Marisol ont décidé de disparaître de leur plein gré. Certains affirment que leur relation était plus conflictuelle qu'il n'y paraissait. D'autres évoquent la pression familiale, la peur de quelque chose dont ils n'ont jamais parlé. L'absence de traces aurait fait partie du plan. Ils ont improvisé le voyage pour tromper le suspect, abandonné la voiture dans un endroit isolé et disparu sous une nouvelle identité. Le sac à dos avait apparemment été caché ou simplement oublié. La photo faisait partie d'un souvenir que quelqu'un d'autre a trouvé et dont il n'a jamais compris la signification. Mais cette hypothèse ne s'est jamais vérifiée. Rien dans les profils de Louis et de Marisol n'indiquait une quelconque intention de fuir, ils avaient un emploi stable, des liens familiaux solides, aucune dette, aucun antécédent de conflit et, surtout, aucune transaction bancaire, aucun document utilisé, ni aucune réapparition ultérieure. Si c'était une évasion, elle était trop parfaite, trop silencieuse, trop impossible. En définitive, ce que ces hypothèses révèlent est plus profond que le simple doute. C'est l'abîme de l'absence absolue de certitude, car chacune de ces versions exige l'acceptation d'une double perte, celle des corps et celle du récit. Et c'est peut-être pour cela que, même après tant d'années, ce qui pèse le plus n'est pas la tragédie, mais le fait de ne pas savoir. En l'absence de vérité, chacun construit la sienne. La mère de Marisol, déjà âgée, a choisi de croire à la première hypothèse, ils sont morts ensemble dans un endroit inaccessible, rapide et sans douleur. Ils sont morts avec amour, a-t-elle dit un jour, la voix brisée. La sœur de Louis, avant de mourir, disait le contraire, quelqu'un les avait tués, il y avait de la malveillance, un silence complice. Angela, quant à elle, n'a jamais choisi. Je ne sais pas ce qui s'est passé, disait-elle, mais il s'est passé quelque chose,
et cela devrait suffire à te rappeler de ne pas oublier. Et c'est peut-être là le but. Il ne s'agit peut-être pas de trouver une fin, mais de comprendre que certaines histoires n'étaient pas destinées à se terminer, qu'il existe des absences qui n'appellent pas de réponse, seulement la mémoire. Plus de 30 ans se sont écoulés depuis ce week-end dans les montagnes de Songolica. Presque personne ne parle ouvertement de Louis et Marisol. Non par manque de respect, mais parce que le temps crée une nouvelle façon de se souvenir, une mémoire qui se passe de mots, une mémoire qui s'impose à travers les espaces. À Xalapa, le quartier où vivait Marisol a complètement changé. La rue où elle a grandi a été pavée. Les vieilles maisons ont laissé place à des immeubles bas. Mais un arbre planté par son père lorsqu'elle était encore enfant est toujours là. Son ombre couvre une partie du trottoir où passe son sac à dos rouge chaque vendredi matin. La plus vieille voisine, Doña Josefina, dit toujours que cet arbre est à elle, que le jour où il sera coupé, le quartier le ressentira. Rien n'a changé dans la maison où Louise vivait avec ses parents. Sa sœur a tout gardé jusqu'à la fin, les meubles, les cadres, et même la petite boîte de pièces de radio qu'il réparait le week-end. À sa mort, les neveux ont envisagé de louer la maison, mais en entrant, aucun d'eux n'a pu déplacer le moindre objet. Ils ont fermé la porte et l'ont laissée telle quelle. Aujourd'hui, la maison reste close, tel un musée invisible d'une histoire que personne ne veut changer. À l'école où Marisol enseignait, il existe encore un vieux carnet de présence avec sa signature. Son écriture est ferme, penchée et ornée de petits rubans. Une femme de ménage garde le carnet caché dans un placard. Elle dit que c'est un rappel de ce qu'il ne faut pas oublier. Mais le geste le plus discret a peut-être eu lieu loin de là, dans les montagnes où tout a commencé. En 2023, un groupe de jeunes écologistes de la région a proposé de défricher d'anciens sentiers dans les monts Songolica. L'idée était de rouvrir des sentiers historiques, de préserver des sources et d'identifier les points de risque environnemental. Au cours de leur travail, ils atteignirent une colline couverte de hautes herbes, près de l'ancienne mine, scellée au béton des années auparavant. Là, parmi les rochers et les racines, ils découvrirent un morceau de métal corrodé, semblant provenir d'un vieux pare-choc avec des traces de peinture rouge. Il n'y avait ni numéro de châssis ni autre marquage clair, mais le morceau était là, partiellement enfoui à un endroit non indiqué sur la carte des accidents. Ils ignoraient l'histoire. Ils ont pris des photos, noté les coordonnées et les ont publiées sur les réseaux sociaux dans le cadre d'une enquête environnementale. Le message est parvenu à Angela par hasard, envoyé par un ancien élève qui suivait encore le blog archivé. Elle a vu l'image et a reconnu la couleur, la courbe, les détails de la carrosserie. Ça pourrait venir de n'importe quelle voiture, lui ont dit ses amis. Mais ça pourrait aussi venir d'une seule. Il ne l'a pas partagée publiquement, il a simplement enregistré l'image, l'a imprimée, l'a rangée dans un nouveau dossier et a inscrit la dernière possibilité au dos. Aujourd'hui, personne ne recherche officiellement Luis Eduardo et Marisol, mais on trouve encore des traces d'eux partout où ils sont passés, dans le nom qu'on ne donnait plus aux enfants, dans le sac à dos que personne ne voulait jeter, dans la route qui n'a plus jamais été empruntée de la même façon, et dans la photo décolorée qui trône désormais dans au moins 4 maisons, imprimée, collée, conservée. Car ce qui restait n'était ni le crime, ni le scandale, ni la tragédie. Ce qui restait, c'était l'absence, une absence si profonde qu'elle façonnait même ce qui se dit à voix basse et même ce qui ne se dit plus. Et parfois, cela suffit à garantir qu'un nom ne disparaisse jamais vraiment. Lorsqu'une histoire traîne pendant 3 décennies sans réponse, elle cesse d'être une simple affaire. Elle devient un écho, un son constant qui traverse les générations. C'est ce qui s'est produit avec l'absence de Luis Eduardo Ramirez Avila et de Marisol Vargas Gallardo. Ce qui frappe le plus au fil des années, ce n'est pas la brutalité de la disparition, mais sa précision. C'était comme si quelqu'un les avait tous deux effacés de la carte, de la mémoire officielle, de l'enquête, ne laissant place à aucun doute, seulement au silence. La voiture, la trace la plus visible possible, n'a jamais été retrouvée. Ni dans les bois, ni dans les mines, ni vendue avec un autre châssis, ni démontée, ni brûlée, rien. Les corps, s'ils existent, sont toujours sous terre, là où personne ne veut regarder, ou peut-être n'y sont-ils plus du tout.
Le sac à dos, bien qu'il soit l'objet le plus concret du récit, reste inutilisé comme preuve, rangé, ignoré. La seule chose qu'il révèle est la photographie, cet instant unique où ils étaient encore entiers, propres, vivants, l'image la plus simple, la plus innocente, et aussi la plus cruelle, car tout ce que nous savons d'eux, tout ce que nous parvenons à retrouver, s'arrête précisément là. Et le reste, c'est ce que chacun a décidé d'imaginer. Certains ont dit avoir été assassinés et enterrés loin. D'autres croient être morts dans un accident caché par les montagnes. D'autres jurent avoir vu la voiture dans un autre état, avoir entendu quelqu'un avec un accent similaire, avoir rêvé d'une fille ressemblant à Marisol. Mais rien, absolument rien, n'a jamais été confirmé. Aujourd'hui, l'affaire est considérée comme close faute de preuves, mais en pratique, elle n'a jamais été véritablement instruite jusqu'au bout. Louis et Marisol sont restés tels qu'ils étaient depuis avril 1994, absents. Seulement, désormais, ils ne sont plus seulement dans la mémoire de leur famille, ils font partie d'une mémoire collective que personne ne peut nommer avec précision, mais qui est présente dans les détails, dans la prudence au moment de prendre la route, dans la peur de trop s'éloigner du chemin, et dans l'histoire racontée à voix basse lorsque quelqu'un veut expliquer ce que signifie disparaître au Mexique. Ils n'étaient que deux jeunes, un technicien en télécommunications et un instituteur. Ils n'étaient impliqués dans rien, ne recherchaient pas le danger, aspiraient simplement à un week-end de silence et de dépaysement, et pour une raison encore inconnue à ce jour, ils ne sont jamais revenus. Et c'est peut-être là le plus cruel, ce n'était pas le crime, ce n'était pas la douleur, c'était le fait que, même après tout cela, personne n'a jamais su ce qui s'était passé. Et quand la vérité n'émerge pas, il ne reste que la peur. Une peur qui, au fil des ans, s'est transformée en respect, puis en silence. Et aujourd'hui, ce n'est plus qu'absence.